Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements ou de mes livres. Alors aujourd'hui, on va refaire une petite vidéo mindset pour changer des traditionnelles vidéos bourse, immobilier ou entrepreneuriat qu'il y a sur la chaîne. Et on va se demander si on peut améliorer notre bonheur ressenti. Le domaine, c'est quelque chose qui relève d'un domaine scientifique, cette question du bonheur et si on peut l'améliorer, le bonheur que l'on ressent. Et ce domaine scientifique, c'est ce qu'on appelle la psychologie positive. Alors attention, d'abord, la psychologie positive, elle est souvent à tort confondue avec la pensée positive. La pensée positive, c'est une sorte de méthode Coué qui dit qu'en se répétant que tout va bien ou qu'on va arriver à faire ça, nos pensées, on va dire, deviennent la réalité. La psychologie positive, c'est différent de la pensée positive. En fait, la psychologie positive, c'est un courant assez récent de la psychologie au sens plus large, qui date du début des années 2000 et on va dire dont le fondateur est Martin Seligman. Donc il s'agit de recherches académiques rigoureuses, de docteurs en psychologie qui, après avoir passé des années à soigner des patients atteints de troubles psychologiques, ont voulu changer et au lieu de se demander s'il y avait un dénominateur commun aux gens qui allaient mal, ils ont voulu, par la recherche, étudier s'il y avait un dénominateur commun aux gens qui allaient bien, voire mieux que la moyenne. Et donc ces psychologues de ce courant-là de psychologie positive sont venus à considérer que la psychologie devait autant concerner l'étude des forces que des faiblesses des individus et devait autant chercher à développer les talents qu'à récupérer ou réparer les dégâts. Donc c'est ainsi en se demandant comment améliorer un peu la vie des gens et augmenter leur bonheur que Martin Seligman a jeté les bases de ce courant parmi les psychologues de psychologie positive, de recherche, et il a été rejoint derrière par d'autres psychologues. Alors les conclusions des recherches, elles montrent qu'il y a 3 composantes pour augmenter son bonheur ressenti, ou son bien-être. Alors les conclusions montrent que le sentiment de bien-être et le bonheur, qui finalement sont des éléments assez intangibles et assez difficiles à définir, peuvent être améliorés par la combinaison de 3 éléments. Donc on va voir ensemble ces 3 éléments. Alors le premier élément, c'est peut-être celui auquel on peut penser de façon la plus triviale, ce sont les émotions positives. La recherche a montré finalement qu'il y avait 18 grandes façons d'augmenter vos émotions positives, donc pour répondre à ce premier des 3 items. Donc on va les citer. Vivre dans l'instant. La recherche montre que se concentrer sur ce que vous faites améliore votre bien-être mental. Chanter. Selon les recherches, le chant peut relâcher la tension et vous dynamiser. Les câlins. La recherche montre que l'affection physique peut réduire le stress et aider les gens à se sentir plus en sécurité. Tenir un journal de gratitude. Donc la recherche montre qu'écrire des choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants envers d'autres personnes nous rend plus heureux. Planifier des vacances. Donc la recherche montre que l'anticipation d'un prochain voyage peut stimuler votre bonheur jusqu'à 8 semaines avant le dit voyage. Faire de l'exercice. La recherche montre que l'exercice peut améliorer l'image que vous avez de votre corps, vous aider à vous détendre et vous sentir plus heureux. Et ceci se ressent en fait dès que l'exercice dépasse 7 minutes. Donc c'est finalement pas grand chose en termes d'effort physique. Donc ensuite, pour continuer la liste de ces émotions positives, on a le rire. La recherche montre que le rire peut améliorer votre bien-être psychologique. Passer du temps avec vos proches. Faire une sieste. Alors, la recherche montre que les siestes peuvent augmenter la vigilance, accroître la créativité et améliorer l'humeur. Méditer. Ça va augmenter vos émotions positives, renforcer votre résilience et diminuer votre stress. Faire preuve de bienveillance. Donc la bienveillance, ça augmente les émotions positives, la joie, l'optimisme et le bonheur. Jouer avec un animal. Donc la recherche a montré que passer du temps avec un animal peut aussi augmenter le bien-être. Partir pour faire une promenade. La recherche a montré que quand on fait 20 minutes de marche, ça libère des endorphines et ça va augmenter votre sensation de bonheur ressenti. Jouer, bien sûr. Jouer, c'est les activités ludiques, ça va augmenter votre créativité, libérer des relations et stimuler votre bonheur. Faire un don à un organisme de bienfaisance. La recherche montre que les centres du plaisir du cerveau sont activés par des dons. Écouter la musique que vous aimez, ça va aider à améliorer vos performances cognitives et vous faire ressentir du bonheur par réduction du stress. Et enfin, lire. La recherche montre que la lecture, ça peut aider à vous détendre, à garder votre cerveau alerte et à améliorer finalement votre bonheur par les émotions positives. Donc voilà, ça c'était le premier des 3 éléments qui peut contribuer à améliorer votre bien-être. Peut-être le plus trivial comme je l'ai dit. Le deuxième, ça va être le flow ou la théorie du flux. Alors là, voilà, c'est un peu moins connu. Donc elle a été étudiée en profondeur par un autre psychologue qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi, en gros un nom imprononçable.
Et donc ça, on avait les émotions positives qui vous amenaient à la vie plaisante, ce que Martin Seligman appelait la vie plaisante. La deuxième composante pour améliorer votre bonheur ressenti, c'est cette pratique de l'état de flux ou expérience optimale qu'on appelle la vie engagée. Alors pour cette expérience optimale, pour avoir finalement ressenti, pour avoir et pour ressentir cet état de flux, il y a un certain nombre de conditions à respecter, on va le voir dans le tableau suivant. D'abord, c'est un équilibre entre défi et capacité. Donc on voit sur le graphique qu'en fait pour l'état de flux, il faut que vos capacités soient au maximum et que le défi soit au maximum. Voilà, si par exemple vos capacités sont au maximum et que le défi est un peu moins fort, vous êtes dans le contrôle mais pas dans l'état de flux. Si par contre vos capacités deviennent au minimum et le défi au maximum, là vous n'êtes pas en état de flux mais vous êtes dans l'angoisse. Donc voilà, il faut que vous ayez les capacités, que ce soit vos capacités ou un tout petit peu au-dessus, pour nécessiter de la concentration, et que ce soit un défi assez important. Il faut, en deuxième point, que ça nécessite une concentration sur la tâche. Il faut que la cible soit claire, c'est-à-dire savoir ce qu'il y a à faire, si ça s'est bien passé, puisque la tâche a un but précis, vous le saurez. Qu'il y ait une rétroaction, c'est-à-dire un feedback clair et précis. La tâche donne un feedback immédiat. Qu'il y ait une absence de distraction, c'est-à-dire qu'on doit être complètement impliqué et concentré et focalisé sur ce que nous faisons. Qu'il y ait un contrôle de l'action, c'est-à-dire que vous ayez un contrôle sur ce que vous faites quand vous êtes en état de flux. Qu'il y ait une absence de préoccupation à propos de soi, une sorte de dilatation de l'ego en fait, c'est-à-dire que vous allez avoir un sentiment de sérénité, vous oubliez l'ego, vous n'avez pas d'inquiétude à propos de vous, et paradoxalement, ce sens de soi, il se retrouve renforcé après l'activité. C'est-à-dire qu'après l'activité, vous aurez oublié l'ego pendant l'activité, mais l'ego se sera retrouvé transcendé d'une façon que vous n'auriez pas cru possible une fois que l'activité est terminée. Une des caractéristiques qui est importante pour différencier un état de flux d'autre chose, c'est l'altération de la perception du temps. C'est-à-dire que le sens de la durée est modifié. Vous pouvez avoir des heures qui semblent passer en quelques minutes, plus rarement quelques minutes ressemblent à des heures. C'est-à-dire que parfois vous êtes tellement concentré par la tâche que ça a duré 1 heure, vous ne savez pas si ça a duré 1 heure ou 10 minutes, un quart d'heure. En gros, vous avez complètement perdu la notion du temps. Et enfin, l'expérience doit être autotélique au niveau du bien-être, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un certain sens de l'extase. Donc la récompense de l'état de flux, en fait, c'est à la fois sa motivation intrinsèque et son résultat. Être en dehors, finalement, de la réalité de tous les jours. Bon, donc voilà un peu pour l'état de flux. Finalement, il se produit, il est susceptible de se produire, surtout quand l'activité représente un défi un peu plus élevé que la moyenne et que les compétences sont un peu au-dessus de la moyenne. Alors moi j'aime bien, je vais lire un passage du livre de Martin Seligman qui résume bien finalement pour que vous compreniez bien ce que c'est cet état de flux. La deuxième composante du bonheur, l'engagement, c'est-à-dire l'expérience optimale ou l'état de flux, est la capacité à faire un avec la musique, à arrêter la course du temps et à s'oublier dans une activité absorbante. Je qualifie d'engagé une vue vécue dans cet esprit. L'engagement se distingue de l'émotion positive et il en est souvent le contraire. Demandez aux personnes qui sont dans l'expérience optimale à quoi elles pensent et ce qu'elles éprouvent, et la plupart du temps, elles répondront à rien. Je ne pense à rien et je n'éprouve à rien quand je suis dans l'expérience optimale ou dans cet état de flux. Dans l'expérience optimale, nous fusionnons avec l'objet de l'attention. Et je pense que l'attention concentrée qu'elle exige absorbe toutes les ressources cognitives et émotionnelles qui alimentent la pensée et l'émotion. Il est impossible d'atteindre l'expérience optimale par un raccourci. Au contraire, il faut donner le meilleur de soi-même pour y parvenir, pour rencontrer le monde dans cet état de flux. Ce n'était pas le cas des émotions positives, pour lesquelles il existe des raccourcis faciles. Par exemple, vous pouvez faire du lèche-vitrine ou regarder la télévision pour avoir une émotion positive. Ce n'est pas possible pour l'état de flux. C'est pourquoi il est important d'identifier vos meilleurs atouts et d'apprendre à les utiliser encore plus souvent pour atteindre cette expérience optimale ou état de flux. À l'instar des émotions positives, l'engagement ou expérience optimale ne peut être évalué que subjectivement. Le temps s'est-il arrêté pour vous? Étiez-vous entièrement absorbé par votre tâche? Avez-vous perdu conscience de vous-même? L'engagement, en tant que composante hédonique ou agréable, comprend toutes les variables subjectives du bien-être. Plaisir, extase, confort, chaleur et autres. Il faut toutefois garder à l'esprit que la pensée et les émotions sont généralement absentes de l'expérience optimale ou état de flux. Ce n'est que rétrospectivement qu'il est possible de dire « je me suis bien amusé » ou « c'était formidable ». Alors que l'état subjectif du plaisir est ressenti au présent, l'état subjectif de l'expérience optimale est uniquement rétrospectif. Bon, voilà un peu pour la description de l'état de flux. Bon, pour que vous compreniez bien ce que c'est, moi je vais vous donner un exemple. Par exemple, je ressens typiquement cet état de flux quand je pratique un sport, de l'activité physique, souvent quand ça mêle de l'activité physique et de la réflexion. Typiquement un sport de raquette comme le badminton, je me sens en état de flux
Idéalement, quand je joue contre un adversaire qui est juste un peu au-dessus de mon niveau et que voilà, j'ai quand même une chance, moins d'une chance sur deux de le battre, mais quand même une chance de le battre, bah là voilà, je vais être pleinement concentré et je vais perdre l'absence, je vais complètement perdre la notion du temps. Le match aura duré 1 heure, bah, j'aurai l'impression que voilà, ça fait 5 minutes qu'on a commencé. Où j'ai pu ressentir aussi cette sorte d'état de flux ou d'expérience optimale quand j'étais lancé pour écrire mes livres, où j'étais tellement pris par la rédaction que j'avais perdu toute notion du temps quand je m'attelais à la tâche. Donc voilà pour ces 2 premières composantes du bonheur, les émotions positives en premier et en deuxième ce qu'on appelle l'état de flux ou expérience optimale. Et enfin, le troisième et dernière composante pour améliorer votre bonheur ressenti, ça va être le sens, la vie ayant du sens. Donc trouver du sens, ça va au-delà du plaisir égoïste, c'est chercher finalement à réaliser ou s'investir dans quelque chose de plus grand que soi. Bon, de tout temps, les êtres humains ont cherché à s'investir potentiellement dans des choses qui dépassent la personne. Ça peut être la religion, le militantisme politique, l'engagement écologiste, le scoutisme, la famille, enfin des choses comme ça. Donc finalement, le sens, ça se définit comme vouloir appartenir à quelque chose qui est plus grand, de plus grand que vous. Et ça va être cette troisième composante du bien-être pour améliorer votre bonheur ressenti. Donc ça, c'est un peu moins subjectif, c'est-à-dire que c'est pas comme les émotions positives. Finalement, le sens, voilà, trouver du sens finalement à ce qu'on fait, ou un sens plus grand que soi, ça ne s'atteint pas finalement simplement en cherchant le bonheur. Ça vient seulement comme la conséquence inattendue de travailler à un objectif plus grand que soi. Donc finalement, pour améliorer votre bonheur ressenti, il faut essayer de combiner les 3 éléments que sont les émotions positives, l'état de flux et la vie ayant du sens. Bon, même si vous pouvez, on va dire, essayer d'avoir ces éléments en séquence, le mieux c'est de les combiner de façon synchrone. Si vous prenez par exemple un musicien professionnel, bon, bah, s'il a choisi ça, potentiellement c'est que la musique lui procure une émotion positive. Vu qu'il est professionnel, il peut choisir des défis, voilà, des choses qui sont à la limite de ses compétences maximum. Et puis, il va trouver peut-être que ces spectacles ont un sens, puisque ça donne du bonheur, ça donne de la détente aux gens à qui il donne ce spectacle. Bon, voilà, je vous mettrai dans la description de la vidéo les livres, si vous voulez en savoir plus là-dessus, les livres de Martin Seligman notamment. Bon, si vous voulez en savoir plus sur ce thème, moi je vous montre mes 3 livres préférés. Donc ça va être le livre de Martin Seligman, La fabrique du bonheur. Vous avez un livre qu'il a écrit un peu plus tard qui reprend les thèmes, qui s'appelle S'épanouir, donc avoir celui que vous préférez entre les deux. Il y a le livre Vivre qui se concentre sur cet état de flux. Hein. Alors ça développe l'état de flux, mais finalement vous l'avez déjà dans le livre de Martin Seligman. Et enfin, si vous voulez avoir un petit livre assez court, un peu sur le sens justement, le livre L'apprentissage du bonheur de Tal Ben-Sahar est relativement intéressant. Bon, ça change un peu du thème de l'indépendance financière du blog. Et finalement, pour faire un peu écho, moi je vois souvent que ceux qui recherchent dès un âge assez jeune à atteindre une indépendance financière, finalement ils ne veulent pas ne plus rien faire. Au contraire, ils veulent souvent se libérer d'un métier qu'ils exercent pour diverses raisons, en relation avec les études, bien rémunérés, ou parce que voilà, c'est un métier alimentaire, mais qui ne les satisfait pas pleinement en termes de sens, ou voilà, ils ne trouvent pas que c'est une vie ayant du sens d'exercer ce métier-là. Et finalement, ce but d'atteindre de l'indépendance financière, c'est pour pouvoir dégager du temps libre et occuper leur temps à ce qui fait vraiment sens pour eux. Donc finalement, ce n'est pas un but si égoïste qu'on pourrait le croire parfois, car ce fameux but à terme qui fait sens, lui, c'est souvent plutôt quelque chose d'empreint d'altruisme. Moi d'ailleurs, dans mes livres d'investissement que j'ai écrits, j'arrive à trouver du sens puisque finalement je donne accès à la connaissance à des jeunes voilà, qui ont ce but. Alors ils y arriveront pas, il ne faut pas qu'ils prennent des risques démesurés, hein, on est d'accord. Mais ceci dit, cette connaissance, elle est donnée sans leur vendre des formations à 2000 € dans des livres pour un prix modique. Et c'est une connaissance voilà, à laquelle ils n'avaient pas forcément accès il y a 30-40 ans. Connaissance de l'investissement immobilier en bourse, ça se passait que dans certains milieux sociaux, etc. Donc voilà, je peux trouver aussi, alors j'ai pris un plaisir quand j'ai écrit mes livres, j'ai été en état de flux quand j'ai écrit mes livres, mais je peux aussi y trouver un certain sens puisque j'estime qu'ils aident également des gens et que ça peut impacter leur vie, que ça peut leur libérer du temps pour des objectifs altruistes qui vont réaliser. Et moi finalement j'aurais été la petite étincelle au début de ce parcours-là. D'ailleurs on ne va pas finir une vidéo sans faire un petit peu d'autopromotion. Donc moi mes livres, on a Investir en bourse, style gagnant, style perdant pour ceux qui s'intéressent à la bourse. On a mon best-seller, l'investissement immobilier locatif intelligent. Et on a 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Je vous mets tous ces livres, à la fois ceux sur la psychologie positive et les miens sur l'investissement dans la description de la vidéo.
Je vous mets aussi un petit cadeau pour ceux qui s'intéressent à l'immobilier, que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description, qui s'appelle « Les 7 méthodes d'entrepreneurs applicables à l'investissement immobilier locatif ». Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit j'aime, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne ou sur le blog.